Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, mon invité inspirant, Adriane Bolossine. Euh, J'ai très hâte à ta conversation, à notre discussion d'aujourd'hui. Je ne te l'ai pas dit. Off-cam, on se parlait un peu de ton histoire marquante avec ton père. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait à devenir comme individu aujourd'hui? Je me mets beaucoup de pression, je te le partageais tantôt. Là, 2026, c'est une grosse année pour moi et ma copine, ma fiancée. Ça fait maintenant, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. On a dans nos plans, finalement, après tout ce temps-là, d'avoir des enfants. Je me mets énormément de pression. Mon père n'a pas été super présent dans ma vie. Mes parents sont divorcés, j'avais 4-5 ans. Je me suis longtemps dit que je ne voulais pas répéter les mêmes erreurs que mon père. Tu me partageais tantôt que c'est un peu qu'est-ce qui t'apportait à devenir l'homme, le père que tu es aujourd'hui. Fait que j'ai très hâte à notre discussion d'aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui nous écoutent pour la première fois, le podcast Devenir un super dad a pour but de venir, comme je te le disais tantôt, démocratiser la conversation ouverte, la vulnérabilité, la transparence avec des hommes, avec des pères qui ont du succès potentiellement. C'est ce qu'on voit d'une apparence externe, mais derrière les rideaux, il se cache souvent des adversités, des obstacles, des difficultés. Puis de venir en parler nous aide toujours à potentiellement avancer plus vite, plus loin, à comprendre que c'est normal pour un homme, des fois, de demander de l'aide, right? Puis de ne pas juste être inspiré par le bon côté des choses, mais de comprendre que il y a deux côtés à une médaille. Avant qu'on se lance, Adrienne, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Tu pourrais-tu prendre quelques instants pour une personne qui ne te connaît pas, te décrire qui es-tu? Certainement. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, Khaled. C'est cool de voir un brand grandir avec le temps, puis éventuellement, tu te dis, hey, c'est cool cette affaire-là, puis tu te ramasses dans un podcast une couple d'années après devant toi. Fait que merci pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adriane Bolossine. Je suis coach, je dirais transformationnel, tu sais, par faute de mots, parce qu'il y a comme, on dit tout le temps, OK, ça ressemble à quoi ce que tu fais? Mais j'ai inventé une forme de développement personnel qui est un amalgame de toutes les techniques qui ont fonctionné pour moi au courant des 25 dernières années. J'ai appelé ça le Soul Jitsu. De par mon passé martial, je me suis dit, c'est quoi, je vais rajouter ce qu'il y avait dans mon passé là-dedans, ça va me servir pour montrer qu'on est capable d'évoluer par degrés, par évolution, puis voir dans le fond cette évolution dans notre esprit, dans nos actions, dans notre façon de voir le monde, et ainsi de suite. J'étais un gars qui aime beaucoup la mécanique de l'humain. Comment est-ce qu'on fait pour générer, dans le fond, notre expérience de vie? Et je suis aussi un passionné de business. Donc, j'accompagne les gens j'accompagne les gens qui veulent passer à un autre niveau, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, surtout au niveau des entrepreneurs. Puis, les gens que j'aide le plus, c'est les personnes qui sont juste sur le bord de prendre des décisions qui vont faire en sorte que ça va changer toute leur vie, mais qui sont bloqués à cet endroit-là depuis un bon petit bout. C'est soit qu'ils procrastinent ou soit qu'ils travaillent trop fort, puis finalement, les résultats n'arrivent pas. Il y a quelque chose qui bloque à cet endroit-là, puis ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Puis parfois, ils se racontent un paquet d'histoires sur eux-mêmes, peut-être pas capable, peut-être que je procrastine trop, peut-être que je n'ai pas une bonne vision. Bref, il y a un paquet d'affaires dans leur tête, mais il y a un blocage dans cet endroit-là. Fait que moi, je suis un gars qui vient pour défaire des nœuds, surtout pour expliquer aux personnes comment ils fonctionnent, pour qu'eux-mêmes puissent se maîtriser, puis éventuellement pas avoir besoin d'un gars comme moi pour continuer leur parcours. À travers tout ça, tu es également un père, right? Je suis un père de 3 petites filles, oui. Puis ma plus vieille, 13 ans, j'ai 2 petites jumelles de 10 ans également. Excuse-moi, ma plus vieille a 12 ans, pas 13 ans. J'ai tout le temps un an de trop. Fait qu'on a eu les 3 enfants sur une période de 18 mois d'écart. Ça a été très intense. On voit beaucoup les 2016-2026 en ce moment sur les trends. Moi, je me suis, il y a 10 ans, là, j'avais 25 livres de plus, puis je sacrais, là. J'étais vraiment dans un état où est-ce que, oh my God, je ne sais pas si je vais passer au travers de ça. Sans parler de ma femme. On va rentrer un peu de ça, puis je pense que, comment j'aime toujours commencer les podcasts, c'est de revenir à ce que moi, de mon point de vue, je crois nous définit le plus, qui est notre histoire. Right? On a souvent tendance à se présenter en tant que père, comme tu l'as fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que c'est quoi les CV, les diplômes qu'on a, mais je crois qu'est-ce qui dit le plus long sur qui on est puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a dû vivre comme adversité, qu'est-ce qu'on a rencontré comme obstacle dans notre vie. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton... comment est-ce que tu as grandi? À quoi ressemblait en fait Adriane quand tu étais jeune, puis qu'est-ce qui t'a apporté en fait à devenir la personne que tu es aujourd'hui? Certainement. Puis on va surtout parler peut-être de même ton histoire avec ton père là, qui t'a apporté. Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai émigré. Je suis un immigrant, dans le fond. Donc, je viens de l'Argentine. Je suis venu ici j'avais presque 11 ans quand je suis arrivé au Canada.
mère québécoise, père argentin. Et puis, je me suis totalement acculturé. Je croyais venir en vacances. Finalement, c'était une séparation entre mes parents qui était pending. Ça s'est avéré que ça a eu lieu dans les années après. Mais bref, j'ai pas vécu avec mon père tant que ça. J'ai eu les premières 10 ans, mais il s'occupait, pour être franc, il s'occupait un petit peu plus de mon grand frère. Ma mère s'occupait un petit peu plus de moi, fait que j'étais un petit peu plus materné de ce côté-là. Puis après ça, à partir du moment où je suis arrivé ici, ben, c'était maman seulement. Donc, j'ai longtemps eu ce manque-là d'une présence masculine. Fait que j'ai été la chercher là où ce que je pouvais. Et puis, au bout de la ligne, ces manques-là ont généré mon parcours de développement personnel, qui a fait en sorte que justement, je n'avais pas de direction. Donc, aller chercher de la clarté, aller chercher la sécurité, aller chercher ce sentiment d'appartenir à quelque chose, ce sentiment d'être bien entouré, bien guidé. Fait que j'ai été chercher partout où est-ce que je voulais où est-ce que je le voyais finalement. Puis ça m'a amené à faire beaucoup de développement personnel, mais je ressentais beaucoup de manque à ce moment-là. Et puis, tu sais, avec le temps, Est-ce que c'était relié, en fait, ce manque-là avec la séparation de tes parents et le fait que ton père n'était pas présent? Ah, 100%. 100%. Ça m'a pris du temps avant de mettre un mot dessus, tu sais, de dire que c'était un trauma. Tu sais, parce que je me suis jamais vu comme une victime, tu sais, de mes traumas. En fait, j'ai jamais été une victime. Je me suis jamais qualifié de cette affaire-là, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas été traumatisé pareil. Ça veut pas dire que notre corps n'a pas subi ces émotions-là puis qu'on les a pas refoulées. Fait que dans ma perspective actuelle, après avoir fait 25 ans de travail sur moi, je pourrais dire que les traumas étaient très bénéfiques pour moi. C'est ça qui a marqué, dans le fond, le parcours de Adrian. Tu sais, qu'est-ce que lui a fait dans sa vie? Puis comme je te disais tantôt, hors d'onde, je ne reculerai pas en arrière pour changer quoi que ce soit parce que c'était parfait ici. Tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est un sujet. J'ai souvent cette discussion-là avec différentes personnes dans mon entourage, dont ma mère, qui est encore parmi nous aujourd'hui, qui a cette école de pensée où est-ce qu'on veut à tout prix protéger nos enfants puis éviter qu'ils rencontrent des adversités, des difficultés, par peur que peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est comme si même moi, de mon point de vue, après avoir rencontré tellement d'adversités dans ma vie, le décès de mon père, la dépression, j'ai tombé dans l'alcool, dans la consommation de drogue. Je tentais en fait de venir patcher le problème que j'avais sans vraiment y faire face. Si je n'avais pas rencontré ces adversités-là, si je n'avais pas dû me sortir d'une torpeur à bas, littéralement, j'ai voulu m'enlever la vie à ce moment-là, je ne serais pas devenu la personne qui est aussi résiliente, persévérante, qui est autonome, qui est indépendante que je suis aujourd'hui. C'est comme l'entre-deux, le dynamique parfait entre trop se comme pas assez d'un côté, de trop protéger, c'est pas mieux, mais de trop pousser, tu veux pas être le père qui va donner une jambette à ses enfants non plus. Comment est-ce que ça t'a affecté dans cette dynamique-là, dans le père que tu es devenu? Puis en plus, tu as des filles. C'est clairement différent que si tu avais des fils. Comment ça t'a apporté en fait à devenir le père que tu es aujourd'hui? Comment ça t'affecte dans ton rôle de père? Ben, c'est sûr que je ne peux pas faire un comparatif avec quelque chose que je n'ai pas. Ce serait juste une histoire que je me raconte dans ma tête. Ceci dit, moi, je suis très content d'avoir des filles. Puis une des premières choses que j'ai fait quand je suis devenu père, c'est que j'ai arrêté de niaiser. J'ai arrêté de penser juste à moi. C'est devenu une responsabilité d'amour inconditionnel où est-ce que j'ai retiré un paquet de conditions pour me mettre au service de mes enfants. Mais là où est-ce qu'il a fallu que je fasse un gros travail sur moi, c'était pendant le processus, quand il grandissait et tout ça. Puis ça, honnêtement, tu peux te préparer autant que tu veux à être père, tu ne seras jamais prêt. Il faut arriver à cette évidence-là. Je veux dire, n'importe qui dit « je me suis préparé pendant 20 ans pour être père, puis là, c'est arrivé, puis j'étais prête ». C'est fucking lying. C'est comme ça n'arrive pas. Là. T'es jamais, tu sais pas si tes enfants vont être malades ou pas. Moi, j'ai eu une de mes filles qui a été malade la première semaine de vie, puis je te dis que ça change une trajectoire émotionnelle assez vite. On a eu de la maladie aussi chez mes enfants, tu sais, fait il y a tellement d'affaires il y a tellement de variables là-dedans qu'il n'y a pas de prep qui peut te préparer à ça. Fait que la première chose que j'ai réalisée, c'est qu'il a fallu à un moment donné, parce que je me
parce que moi-même, je me mettais beaucoup de stress en tant que père, il a fallu que je m'assoie, que moi-même, je fasse un travail de pardon envers moi-même pour laisser aller tout ce que moi, je me blâmais à moi-même de ne pas être un bon père à ce moment-là. Par exemple, péter des coches, pas être présent, travailler trop dans la business, mais même si je le faisais pour eux autres, comme tu pars dans des loops dans ta tête, puis c'est hyper important de te ramener dans le présent, puis du moins d'accepter le fait que c'est tough. C'est supposé de te challenger, pas supposé être facile. Là. Puis éventuellement, si tu fais le travail d'accepter que la seule chose que tu peux faire en tant que père, c'est faire de ton mieux, en utilisant les exemples de ton passé, comme par exemple, toi, tu as perdu ton père. Moi, j'ai eu un père qui était absent. Est-ce que ça va faire de nous des pères absents? Il y en a que oui, il y en a que non. Est-ce que ça va faire de toi un père stressé? C'est pas, man. C'est quand tu vas être rendu là que tu vas le savoir. Fait qu'il faut toujours se ramener au présent et non pas penser que ton passé crée ton présent, ni que tu vas fucker ton futur avec ton présent. Une autre affaire que je pourrais te donner comme pièce de sagesse par l'expérience du temps, puis ça fait un petit bout que je fais ça, c'est que, un, c'est pas quelque chose que tu peux planifier, puis deux, éventuellement, tu vas te rendre compte avec la perspective du temps que peu importe ce que tu fais avec tes enfants vont choisir leur trauma. Littéralement. Il se peut très fort que t'en ailles causé, mais est-ce que tu as vraiment fait exprès? La réponse est toujours non. Fait que peu importe ce que tu fais, l'interprétation de tes enfants va être leur interprétation. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Le seul contrôle que tu as c'est comment tu agis, comment tu communiques, comment tu es finalement avec tes enfants au moment présent. Puis après ça, tu fais de ton mieux. C'est quand même assez intéressant ce que tu partages parce que de ton. Dis-moi en fait si je suis dans le champ ou si je comprends bien. Tu vas faire des choses en tant que père que tu vas croire qui sont la bonne affaire, mais tes enfants, de leur perspective, eux pourraient se dire c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai de besoin, puis pourraient en retirer quelque chose de négatif à ce niveau-là. 100%, 100%. Et je l'ai fait envers ma mère. C'est ma mère qui m'a élevé. Mon frère, il est parti de la maison à peu près 5 ans avant moi. Puis il était beaucoup plus indépendant que moi à tout faire. Il a travaillé plus jeune, il s'est débrouillé plus jeune. Moi, je suis arrivé, je suis sorti de chez ma mère, j'avais 23 ans, relativement presque tanguy dans les standards dans le temps. Maintenant, c'est quasiment normal juste parce que la situation financière l'oblige. Mais honnêtement, j'avais de la misère à tout. J'avais de la misère, je ne savais pas comment faire mon épicerie, je ne savais pas comment laver mon linge, je ne savais pas comment payer mes bills, je ne savais pas comment payer mes taxes, je ne savais rien pantoute, là. Fait que moi, j'ai frappé mon mur, j'ai pogné une grande dépression qui a duré quasiment 2 ans. Les premières années que je suis parti en appartement, c'est là où est-ce qu'il fallait que j'aille mes premières jobs, ma première responsabilité, les premières business. Hey man, c'est rough de partir sur le négatif, là, de partir avec un break à bras. Là. Fait que j'en ai voulu à. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que tu es tombé là-dedans? C'est du gentle parenting? C'est-tu que ta mère voulait te protéger de ce qui se passait derrière? Ah oui, elle voulait être gentille avec moi. Elle voulait me donner un paquet d'affaires qu'elle n'avait pas eu. Elle n'avait pas eu quand elle était jeune. Puis encore une fois, ça va revenir, parce qu'on a eu ces discussions-là, ma mère et moi, déjà. Là. On s'est tous dit ce qu'il y avait à dire. Là. Puis elle me disait, tu sais, Adriane, moi, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais. Basta. Il n'y a rien d'autre que je peux te dire par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Est-ce que j'aurais pu faire ça autrement? J'étais qui j'étais, fait que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que quand un parent se dit j'ai fait le mieux que je peux avec ce que j'avais, je veux t'offrir à toi ce que j'ai pas eu, pourquoi est-ce que ça revient souvent à la protection, à l'argent, à mettre du pain sur la table de ton point de vue? Parce que ma mère, c'est le même principe. Elle voulait tout le temps s'assurer que j'aie de l'argent, que j'évite de rencontrer des peines d'amour, peu importe c'est quoi. Mon opinion, c'est que nos parents sont traumatisés encore. Ils sont traumatisés et ils ne sont pas guéris. Fait qu'on est éduqués par des gens traumatisés qui nous éduquent à contrer le trauma au lieu de guérir le trauma. Si ça fait du sens. Qu'est-ce que je l'explique? La différence, c'est que à partir du moment où tu guéris un trauma, tu as tendance à plus y penser, à passer à autre chose puis faire ce que tu veux et non pas ce que tu sens que tu as besoin de faire. Par exemple, je veux être présent pour mes enfants, c'est qu'est-ce que je veux faire. Mais si je suis traumatisé par le manque d'argent, je vais travailler comme un esti débile parce que je suis toujours en manque et jamais je vais être présent. Mais c'est pas ça que je veux faire. Fait qu'il y a un écart entre qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu fais.
parce que ce que tu fais, c'est qu'est-ce que ton système nerveux veut que tu fasses à ce moment-là, et non pas ce que toi, ton cœur veut que tu fasses. Il faut que tu sois en paix pour faire ce que ça te tente, là, et non pas sur le stress. On se lance dans une checklist Quickfire. Comment est-ce qu'un individu, un homme, un père, comme toi, disons, tu peux même passer à travers tes propres exemples que tu as rencontrés dans ta vie, peut être capable de se rendre à un point de soigner, puis de vraiment, pas juste mettre un plaster sur les traumatismes, les expériences passées, mais les régler une fois pour de bon. Tu peux-tu juste redire ta phrase d'une autre manière, s'il te plaît? Si on avait, exemple, ensemble, dans l'espace de 30 secondes, monter une checklist de quelques points pour nous aider à régler des traumatismes qu'on traîne depuis trop longtemps, au lieu de simplement les patcher. C'est quoi les points à aborder, là? Ben, la première affaire, c'est de dire que tu en as, là. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment l'identifier, alors que il n'y en a pas tant que ça, des traumas. Il y a peu de catégories de trauma, puis il y a beaucoup de variétés sur la catégorie de trauma. Par exemple, tu as un trauma sur l'abandon. Tu avais besoin d'un parent, puis ce parent-là n'était pas là pour toi. Ben, tu as vécu un abandon. Fait que, comment que tu le perçois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ou qui ne veut pas te voir ou qui est trop occupé en ce moment, tu pars dans un spin, dans une histoire que tu ramènes à ton passé comme « Oh, la personne ne veut pas me voir, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas, blablabla. » Puis là, ça part. Tu es en train de louper sur des histoires que tu te racontes finalement. Et ça, ben, ça va... N'importe quelle histoire que tu vas te raconter va changer les actions que tu es en train de faire. Ce qui fait en sorte que là, tu fais juste exprimer ça. Tu exprimes constamment tes traumas. Puis en tant qu'humain, c'est ça qu'on fait. On est des machines à spit out notre vérité interne. Fait que si dans notre vérité interne, il y a des blessures, ce qu'on sort à l'extérieur, c'est ces blessures-là. C'est des expressions de ces blessures-là. Une des phrases que j'ai dit à mes enfants, tu vois, ça fait partie. Moi, je leur parle carrément, des fois, comme si j'étais un thérapeute, puis des fois, ils ne me comprennent pas. C'est drôle à regarder. Mais des fois, ils comprennent. Puis une des leçons faciles que j'ai données, c'est une personne blessée blesse. Tout le temps. OK? Fait que c'est un bon exemple de trauma. Peu importe c'est quoi le type de trauma que tu as, une personne blesse va blesser. Puis c'est ça l'expression de soi. Est-ce que ça répond à ta question? Ou... Oui. Puis pourquoi, selon toi? Parce que tu as commencé avec la première étape, c'est de faire face, puis je ne veux pas nécessairement dire accepter, mais réaliser qu'on a un trauma, qu'on a des expériences passées. Pourquoi, selon toi, pour des hommes, c'est plus difficile que pour les femmes? C'est peut-être une généralisation que je viens faire, mais c'est un peu le même concept que nous autres, on voit dans le coaching de perte de poids, de mise en forme, ainsi de suite. Un père de famille va avoir plus de difficulté à dire puis à exprimer, en fait, qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il n'aime pas l'allure qu'il a des problèmes que ça lui apporte d'être en surpoids. Pourquoi, de ton point de vue, est-ce que c'est plus difficile pour un homme, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, d'exprimer ça puis de faire face à la réalité dans laquelle il est comparativement à une femme? De moins en moins. De moins en moins. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'en va de plus en plus vers un monde qui est inclusif. Qui dit inclusif dit qu'il y a de moins en moins de différence entre, ou une plus grande fluidité à qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Là. Aux grandes dames de certaines personnes qui veulent que ça reste comme très, très séparé. Là. On s'en va dans cette société-là. On a déjà glissé dedans, on est dedans, puis ça va rester comme ça. Ou ça va se clarifier éventuellement. Je trouve pas... Moi, personnellement, je fais affaire avec des hommes et des femmes, puis on a les mêmes discussions. Ça ne change pas. Là où est-ce que je te donnerais raison, c'est dans la terminologie de la vulnérabilité. Où est-ce qu'un homme a défini la vulnérabilité comme étant quelque chose d'absolument à éviter, alors qu'une femme, la vulnérabilité fait juste partie de la communication. Fait que c'est comme montrer qu'on est vulnérable pour une femme, c'est mieux accepté que pour un homme, à définition égale. Moi, ce que je fais, la première affaire que je fais quand on rentre puis on travaille ensemble, c'est d'expliquer que la vulnérabilité est juste un côté d'une médaille d'une autre affaire qui s'appelle le courage. Donc, courage et vulnérabilité, ça goes hand in hand pour moi. Si tu ne veux pas être vulnérable, sois courageux. Habituellement, les gars sont capables d'embarquer là-dedans assez rapidement. Puis une fois qu'ils sont passés à l'action, puis qu'ils ont dit, dans le fond, qu'est-ce qui les dérangeait, puis ils étaient courageux dans le geste, je leur dis, tu as fait une belle preuve de vulnérabilité. Puis là, ça revient au même.
Là, ils disent ah non, j'aurais pas dû. Ah non, je suis Pas vulnérable. quelque chose En qu'un fait, homme devrait être. la vulnérabilité, juste, pour moi, c'est un superpower. La vulnérabilité, en développement personnel, la vulnérabilité et le courage, que pour moi, c'est une médaille que tu tournes positif-négatif. Vulnérabilité, c'est le point de vue négatif, puis le courage, c'est le point de vue positif de la même action. Puis toute une polarité. Là. Fait que pour moi, c'est la même affaire. Mais quand on la définit de cette manière-là, ce que j'aime dire, c'est dans le Soul-Jitsu, par exemple, il y a un defining moment, un flip qui se fait ou un déséquilibre qui se fait. C'est pour ça que je prends le terme martial. C'est tu étais déséquilibré, désaligné jusqu'à temps que tu deviens courageux et vulnérable. Pourquoi? Tant et aussi longtemps que tu n'es pas courageux et que tu t'es pas mis dans une position de vulnérabilité, tu ne peux pas avouer c'est quoi le tort que tu as. Donc, tu ne peux pas commencer à travailler dessus ou tu ne peux pas le libérer et le guérir. Donc, il faut que tu passes cette porte-là. Tu n'as pas le choix. Là. C'est la porte du changement, de la transformation. C'est celle-là qu'il faut emprunter. Le plus vite tu l'empruntes, le plus vite tu rentres dedans, le plus vite ça commence à changer. Right? Fait que pour moi, c'est la première étape dans un process de transformation. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis si je l'applique en fait aux gars qu'on coach, nous, personnellement, dans leur processus de transformation qui est physique, ou du moins elle est vue physique. Mais l'arrière du rideau, c'est que la transformation physique, on peut le voir visuellement. C'est que c'est simplement une représentation de la transformation psychologique qui s'est passée. Puis Exact. la transformation, puis ce que j'entends par transformation psychologique, c'est une transformation pas dans ce en quoi tu crois, la spiritualité. Je ne veux pas le pousser à ce niveau-là, mais plutôt en fait dans l'acceptation des standards qu'on a puis des décisions qu'on ose prendre. Parce que toute décision a un bon côté comme un mauvais côté. Soit que tu vas prendre une décision qui est facile dans le média, mais qui va t'apporter des répercussions difficiles dans le futur, ou soit que tu vas prendre une décision qui est difficile dans le média, qui va t'apporter en fait la vie facile, la santé, la longévité, la confiance en soi et tout le reste qu'il va nous apporter. Puis, ce que j'entends de ce que tu m'as partagé, la première étape, c'est la réalisation que les choses doivent changer, puis l'acceptation qu'il y a quelque chose dans notre situation actuelle qui se doit de bouger si on veut la transformation qu'on veut. Je vais te dire quelque chose qui est peut-être pas mainstream en coaching, c'est que moi, je ne crois pas qu'il se passe quoi que ce soit dans ton futur. Je ne crois pas que les choses que tu fais au présent changent ton futur. Du tout, du tout, du tout. Je crois seulement au présent. La seule affaire, là, où je vais te donner raison, puis c'est ça la nuance, c'est l'interprétation que tu en fais une fois que tu es dans ton futur qui va changer. Mais le changement a déjà eu lieu. Comme à partir du moment où tu prends, ou tu fais quelque chose de courageux, ou à partir du moment que, je vais te donner un exemple. Je vais essayer d'être le plus simple possible, puis je vais jouer un petit peu avec le temps, OK? Mettons que je veux incarner, avoir l'identité de quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. J'ai jamais fait ça parce qu'à toutes les fois, si je commence, j'arrête. Je commence, j'arrête. Je commence, j'arrête. 99 de nous autres, on n'a pas. 99% des hommes ont passé par là. Mais là, à un moment donné, je dis, OK, that's it, ça, c'est la décision, je la prends là, c'est là que ça se fait, je me mets à m'entraîner, puis je ne quitte jamais. Là. Puis là, la personne passe par l'action, puis elle dit, OK, c'est juste la répétition de l'action qui va faire en sorte de changer mon identité. Mais c'est même pas ça qu'elle se dit. Elle dit, j'ai juste besoin de le faire, mais elle ne comprend pas le mind game derrière ça. Moi, je travaille le mind game avant. Je dis, regarde, mettons qu'on fast forward dans ton futur, qui n'existe pas, puis qu'on voit que tu t'es entraîné 250 fois cette année. Le gars qui s'est entraîné 250 fois versus toi, c'est quoi ses croyances par rapport à lui? Par rapport à qu'est-ce qu'il est capable de faire? T'sais? Si tu es capable de l'imaginer, tu es déjà ce gars-là. C'est juste que tu n'as pas commencé le processus. T'sais? Fait que moi, j'aime ça, commencer le processus identitaire avant de commencer. Je travaille plus sur l'identité avant, en disant comment est-ce que tu le sais comment est-ce que tu sais pour savoir que tu es rentré dans la première étape d'un parcours de 250 entraînements? T'sais? Comment est-ce que tu vas le savoir? Tu Le ne plus sauras gros pas. problème que j'ai avec ça, Adrien, puis tu sais, je pense que ça va être une belle discussion qu'on va avoir, c'est que quand ça fait des dizaines et des dizaines de fois que tu as essayé, puis tu sais, par essayer, j'entends pas, je me suis abonné dans un gym pour 1 an, puis je suis allé 3 semaines. Essayer peut être aussi simple que se dire le dimanche, quand on sort du McDo, quand on a eu une semaine sans entraînement, rempli de sédentarité puis de mauvais choix, puis qu'on se dit ah merde, je recommence demain. Peu importe le niveau d'intention, d'énergie, de temps qu'on a mis derrière cette tentative-là, quand ça fait des dizaines, voire même des centaines de fois que tu te dis je vais le faire, puis que ça ne fonctionne pas,
c'est que tu deviens conditionné à croire en l'échec. Puis, je suis d'accord avec toi qu'on se doit de venir changer notre identité. Puis par identité, j'entends que c'est les standards sans quoi on croit, notre discours interne. Mais quand notre niveau de confiance est ici, on n'a même pas la capacité de venir visualiser dans le futur, à moins qu'on se fasse, tu sais, puis on a bien beau aller écouter des conférences de Tony Robbins, puis des discours qui vont être inspirants sur YouTube, aller chercher de l'inspiration, de la motivation externe. Je pense que la confiance se développe par l'action et non juste par la visualisation. La confiance, oui, l'estime, non. Et c'est là que je fais une différence. Moi, je sors tout le temps Puis, by the way, on peut partir dans bien des tangentes, là, fait que je vais essayer de rester le plus succinct là-dedans. Tous les deux, on a raison, OK? En même temps. Tu as tout à fait raison. Quelqu'un qui n'a pas de confiance, mettons, à partir de quoi, qui a besoin absolument d'avoir de la motivation pour s'entraîner, va être conditionnel à sa motivation du moment. Donc, tu n'as pas de motivation, tu ne t'entraînes pas, point. Ça finit là. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui arrive si je forme cette personne-là à s'entraîner sans motivation? Tu comprends? En lui disant la motivation n'est pas requise pour ton entraînement. Et la personne me croit. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer à ce moment-là? Puis c'est là qu'il y a une affaire que les gens n'entraînent pas actuellement. Ils n'entraînent pas quelqu'un à devenir la personne qui va s'entraîner malgré le manque de motivation. Pour arriver à faire ça, il faut que tu te guérisses de ton passé. Puis ça revient à des traumas qu'on s'est infligés nous-mêmes en fail. On a tellement fail qu'à un moment donné, on a pris cette étiquette de failure. Il faut la guérir, cette étiquette-là, pour pouvoir passer à l'autre. Tu ne peux pas avoir une étiquette de failure et gagner en même temps. C'est deux identités complètement différentes. Quand je dis de passer à une nouvelle identité, il y a une ligne à faire, il y a un arrêt à faire, puis à travailler sur cette étiquette-là qui nous dit que oui, tu as fail plein de fois, mais est-ce que tu peux te donner un nouveau chemin maintenant? Est-ce que tu peux le faire un peu différemment que ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux le faire sans que ce soit all-in? Tu sais, absolument qu'il faut que tu fasses ça sur une période de 90 jours, puis perdre, puis voir voir tout ce que le marketing te vend, là, dans 90 jours, tu vas être capable de le faire. C'est comme, non, dude, commence, puis à toutes les fois que tu vas arrêter, recommence. Puis à toutes les fois que tu vas arrêter, recommence. Puis, il y a deux points que j'adore de ce que tu partages. Le premier, l'abandon, c'est de définir qu'est-ce que veut dire l'abandon. Tu sais, tu as dit le failure. Ben, si l'échec, c'est l'absence de résultat, clairement que les individus vont échouer plus souvent qu'ils vont réussir parce que les résultats, disons qu'on parle de santé ou de perte de poids, c'est qu'ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Si on a à voir uniquement le succès derrière la perte de poids, ben une journée, on va peut-être perdre, puis ça peut être perdre 50 grammes, 150 grammes, puis est-ce que si tu n'avais pas bu l'eau que tu as bu hier ou tu n'avais pas mangé les glucides peut-être un peu plus rapides qui accumulent davantage de glycogène qui font en sorte que tu es plus pesant? C'est tellement de variables, de paramètres qui sortent de ton contrôle qu'à un certain point, tu vas échouer 99 fois sur 100 si la manière que tu définis l'échec, c'est l'absence de perte de poids. Mais si la manière que tu définis l'échec, c'est l'abandon, c'est l'arrêt, puis dans l'arrêt, comme un char, oui, il y a une pédale de gaz, mais il y a une pédale de frein. C'est pas de le voir noir ou blanc. Il y a des personnes qui vont juste retirer légèrement la pédale de gaz, pas qu'elle soit dans le fond complètement. J'ai comme l'impression que tu as dit le terme all-in, c'est un de nos commandements à l'interne, autant les membres de mon équipe qu'avec nos clients. Tu te dois d'être all-in. Être all-in ne veut pas dire faire 100% de ce qui est demandé de toi ou de ce que tu as déjà fait par le passé, mais c'est de faire ce que tu peux faire. Right? Puis c'est plus une question de mindset derrière, un terme qu'on utilise souvent, burn the ships. Right? Fait que de laisser en arrière tout plan B, toute possibilité d'abandon, puis de réaliser que le succès, c'est pas la première personne qui traverse la ligne d'arrivée, c'est la dernière personne qui arrête d'avancer. Tu peux sprinter comme tu peux marcher, comme tu peux juste prendre un petit stop. C'est différentes manières de le voir. Puis l'autre point, j'ai trouvé ça excellent, la motivation. Qu'est-ce que ça changerait dans ta transformation, dans ton processus de changement si tu n'avais pas besoin de motivation pour réussir?
Parce que combien de fois est-ce qu'on l'entend? J'ai pas de motivation aujourd'hui. Ouais, mais la motivation, si c'est genre le gaz que tu as besoin dans ton char pour qu'il puisse fonctionner, tu es dans la marde. Parce qu'on va en avoir une journée sur 7. Surtout quand tu es un père de famille puis tu es brûlé et tu n'es plus capable. 100%. Je trouve ça 100%. bon. Puis, j'aime beaucoup donner des analogies, puis l'analogie que tu viens de dire est vraiment pinpoint. Si la motivation est un fuel, aussitôt que tu n'en as pas de fuel, tu ne peux pas faire fonctionner ta machine. Mais si je te disais que dans le fond, nous autres, notre objectif, c'est faire de la voile. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir du courant et du vent. Tu n'as pas besoin de fuel. Là. Le fuel, tu en as besoin seulement quand il n'y a rien de ça. Right? Mais si tu es dans la vie, il y a du courant ou il y a du vent. De temps en temps, il y en a moins, mais il y en a tout le temps un peu. Tu sais? Fait que de temps en temps, il faut que tu forces. Il faut que tu forces la machine quand il n'y a rien. Là, tu mets du fuel, tu as besoin d'un petit peu de motivation. Mais habituellement, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de, comme les Anglais diraient, set your sail. C'est assure-toi que tu es dans le flow des affaires. Assure-toi que tu as un processus pour mettre la toile de la bonne façon puis ton rudder de la même façon. Comme ça, tu vas pogner dans le flow. Puis en faisant ça, ben, au lieu de faire des efforts constamment pour t'entraîner, tu vas accepter que tu es dans un processus actuellement. Fait que moi, ce qui a changé, ce qui a fait en sorte que je suis devenu un gars qui s'entraîne, ça fait pas longtemps que j'ai réussi cette affaire-là. C'était mon talon d'Achille, pour être franc avec toi. Là. Ça fait 1 an et demi que je l'ai réussi. Là. Que là, j'ai fait finally, I made it. Je suis le gars qui s'entraîne. Comme régulièrement. Je suis le gars qui mange bien, qui s'entraîne. Comme c'était mon dernier point qui me manquait. Puis comment je l'ai fait, c'est exactement comme ça. C'est que je me suis dit, jamais je vais vraiment le savoir quand est-ce que ça a été la fois que je suis devenu le gars constant. Genre la première marche du gars qui allait comme pas arrêter de marcher. Je n'ai jamais su c'est quoi, mais je me suis vendu une histoire à ce moment-là. Je me suis vendu l'histoire que, hey, ça se peut que je m'entraîne pas steady, mais ça se peut, c'est sûr que je vais m'entraîner beaucoup plus que je m'entraînais avant parce que je décide que c'est ça qui va se passer. Fait que je le mets à l'agenda. Puis je fais de mon mieux, puis ça se peut que je stumble. Je m'attends à ce que je me pète la gueule. Je m'attends à faire comme dans la théorie, dans le fond, de la motivation, là, où est-ce que ta motivation, au début, tu es crinqué, après ça, tu t'en vas dans le valley of death, puis là, c'est comme tout le monde quitte à ce moment-là, mais toi, tu continues. Je m'attendais à ça. Mais je l'avais tellement fail dans le passé que c'est pas arrivé, cette affaire-là. C'est plus arrivé. Je connaissais déjà c'était quoi le failure, puis il n'y avait rien de failure dans le chemin. Une fois que j'ai pris la décision que maintenant, c'est steady. Que maintenant, c'est comme ce que je suis, c'est un gars qui s'entraîne. Comment est-ce que je le sais que je suis un gars qui s'entraîne? Parce que je m'entraîne. C'est pas compliqué, là. Puis c'est à qui que je vais vendre cette idée-là. C'était quoi les plus grandes erreurs que tu avais faites par le passé? Ben, la définition de l'insuccès, le fait de penser que tu fails à chaque fois que tu ne réussis pas, plutôt que, je te dirais que c'est des départs, c'est même pas des faux départs. C'est juste que tu ne savais pas comment le faire pour vrai. Tu n'avais pas la bonne formule. C'est juste pas la bonne mécanique pour le faire. La bonne direction de comment bien faire les choses. Il y a une affaire que tu as dit tantôt par rapport au mécanisme de comment on fonctionne. La plupart des gens, on ne comprend même pas les mécanismes de l'alimentation, ni de l'entraînement, ni de la motivation, ni de la constance. On ne les connaît pas, on ne les explique pas, puis on ne veut pas les apprendre des fois. Mais il y a comme un minimum de compréhension qu'il faut que tu catches avant de faire quelque chose, un changement transformationnel. Il y a de la compréhension à aller chercher de ce côté-là. Mais ton alimentation, est-ce que tu comprends tes macros? Est-ce que tu comprends le timing? Est-ce que tu comprends le jeûne? Est-ce que tu comprends l'insuline, le cortisol? Des affaires de base. Es-tu capable d'avoir ça en dedans d'une heure? Puis après ça, c'est drôle que tu parles de base parce que j'ai le discours complètement opposé. Quand que tu me parles d'insuline, puis de macro, puis de timing, puis de jeûne, là, c'est pas une discussion dans le but de qui a raison, qui a tort. Mais je pense que le surplus d'informations, puis peut nous apporter à croire qu'on a besoin davantage d'informations qu'on en a réellement besoin. Puis je vais rapporter ça, en fait, à la discussion qu'on avait il y a quelques instants tantôt, où est-ce que tu disais qu'on a besoin de comprendre la mécanique puis changer notre identité avant de passer à l'action. Je t'explique, je te partage comment est-ce que nous, on a changé un peu notre manière de voir les choses. Parce que par le passé, je reviens exemple en 2021, d'accord? Quand un nouveau père de famille venait vers nous dans le but de venir prendre le contrôle de sa santé physique, perdre du poids, right? Améliorer sa condition, tout le reste.
une des premières affaires qu'on faisait avec lui, c'est qu'on venait lui expliquer pourquoi il allait faire certains changements. Right? Fait qu'on lui expliquait la mécanique, l'information derrière l'entraînement, l'alimentation, la motivation. Ce qu'on voyait, c'est que la motivation au point où est-ce que l'individu avait pris la décision de venir vers nous était all-time high. On en parlait un peu tantôt. On appelle ça le Dunning-Kruger effect, où est-ce que quand tu commences quelque chose, tu ouvres la première page d'un livre, tu vas lire la première page d'un textbook, disons, au secondaire 1, tu vas dire, je sais c'est quoi, que ça veut dire ça. Après ça, tu vas lire la deuxième, la troisième page, automatiquement, ton niveau de connaissance diminue, puis ton niveau de confiance diminue parce qu'il y a tellement plus de ça que tu ne pensais pas réellement qu'il y avait. Puis après ça, à force de continuer à perdurer, ben là, tranquillement pas vite, tu commences à gagner en confiance parce que tu réalises que tu as une meilleure maîtrise de ça. Ce qu'on a réalisé par le passé, c'est qu'on se concentrait tellement sur le pourquoi, le comment, et non sur le quoi, que les individus se mettaient eux-mêmes des freins, des bloquants, des bâtons dans les roues, puis ils arrêtaient. Je suis 100% d'accord avec toi qu'une transformation identitaire se doit d'avoir lieu. Par contre, dans notre cerveau logique et émotif, quand l'individu est rendu prêt à un point de changer puis de passer à l'action, ben c'est son cerveau émotif qui lui a vendu l'idée, fais-le. Mais son cerveau logique va lui apporter toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas le faire. Puis quand il est en phase de réflexion, de questionnement, plus qu'il y a de questions à se poser, plus qu'il est dans l'inaction, plus qu'il va ralentir. Tu sais, du même point où est-ce que je suis allé à une conférence de Tony Robbins en 2019, si je ne me trompe pas, 2018-2019. Qu'est-ce qu'il fait faire à tout le monde, Tony Robbins, aux 10-15 minutes? Lève-toi debout, tape des mains, chante. Pourquoi? Pour réveiller, en fait, l'énergie de simplement être actif et bouger. Puis c'est pour ça, en fait, que mon meilleur conseil pour un individu qui souhaite se prendre en main, c'est de pose pas de questions, passe à l'action. Parce que toute action imparfaite est meilleure qu'inaction parfaite. Puis je suis d'accord avec toi que oui, passer un peu plus loin, c'est nécessaire. Une fois que l'action est prise, de se poser la question pourquoi, comment, pour améliorer notre processus. Puis aussi, ça revient à un point tantôt que tu as fait. Tu sais, tu parlais, là, tu as dit quand que mes parents sont séparés, j'ai rencontré plusieurs adversités, j'ai eu des difficultés. Jamais est-ce que je me suis mis comme une victime. J'ai même décidé de voir ça puis d'accepter les défis, les adversités, parce que ça m'a permis d'être quelqu'un de plus résilient. Je veux qu'on parle parce que j'ai comme un genre d'amour-haine avec le développement personnel. Je te partage un peu personnellement. On a fait des conférences, avoir lu des livres de développement personnel, des affaires un peu plus spirituelles qui t'apportent dans la loi de l'attraction, la visualisation, ainsi de suite, que des fois, ça nous apporte à juste pas dealer avec les problèmes qu'on a. Puis, c'est un terme qui peut être polarisant, man up. Right? C'est pas pour dire sois un homme, mais qu'est-ce qu'un homme va faire? Normalement, il va rentrer dans le tas puis il va juste affronter les défis qu'il a. Ouais, moi, j'aime mieux dire prends tes responsabilités. Hein. Prends tes responsabilités. J'aimerais que tu nous partages un peu comment est-ce que toi, dans le développement personnel, des fois, c'est une question, oui, de visualisation, puis de changement d'identité, de travail sur soi, puis d'autres fois, ça doit juste être une question de shut up and do it. Dans tous les cas, encore une fois, je crois qu'on dit la même affaire, mais on passe par deux chemins différents. Tu passes par le chemin de l'action en premier, moi je passe par la compréhension en premier. Il y a des gens, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens, quand je leur dis ça, ils disent OK, mais je fais quoi là? Ils m'écoutent même pas là, dans l'explication. Ouais. C'est comme il est par où le chemin, asti? Pointe, puis j'y vais. Là, c'est des missiles guidés. Puis une fois qu'ils partent, ils se ramassent à tourner en rond puis spinner. Puis c'est comme qu'est-ce que tu fais? Ben, je passe à l'action, mais je spin. Fait que c'est pas mieux, tu sais. Passer à l'action puis faire dans le chemin, c'est pas mieux que tout comprendre puis pas passer à l'action. Là. Au bout de la ligne, dans les deux cas, tu te ramasses au même endroit. Fait que les deux sont aussi que tout le monde est différent dans ses traits de personnalité. Il y a des personnes qui vont réagir bien d'une manière puis complètement mal de l'autre. That's it. Ouais. Là où est-ce que moi j'ai souffert en étant un gars analytique qui avait besoin de comprendre avant de passer à l'action, c'est que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps me mettre à l'action. Puis c'est la naissance de ma première fille qui m'a
jolté dans la responsabilité. Tu sais, je peux plus niaiser, là. Je peux plus faire des tests. Il n'y a plus de. Tu sais, comme là, ça compte là, tout d'un coup. Là. Tu sais, ma femme et moi, ou ma blonde et moi à ce moment-là, parce qu'on n'était pas encore mariés, on allait se marier, j'avais encore de la latitude pour niaiser. Là, mes enfants sont arrivés, c'est fini cette affaire-là. Puis c'était une croyance qui a basculé, vraiment un flip. Puis de là, qu'est-ce qui est venu dans ma tête, c'est responsabilité. Il n'y avait pas le mot de vulnérabilité, c'était vraiment très masculin. C'est responsabilité, c'est fucking do it. Là, tu n'as plus d'espace pour faire autre chose que réussir. C'est juste ça. Après ça, c'est embarque dans les processus que tu as. Mais avant ça, c'était justement, sans le savoir, c'était le conditionnement de je dois apprendre, je dois agir un peu, tester, valider. C'était comme le parcours scolaire, si tu veux. Puis il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés de cette manière-là, à croire qu'il faut comprendre avant de passer à l'action. 100%, on est dans un monde d'action-réaction, fait que c'est toute une question d'action, 100% du temps. Fait qu'au bout de la ligne, tu as tout à fait raison. Sans action, de quoi on est en train de parler en ce moment, là, tu sais. Mais après ça, c'est là où est-ce que je vais mettre un petit peu de philosophie là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin, comme moi, personnellement, je suis persuadé que pour mon développement, j'avais besoin de me péter à gueule de cette façon-là. Je le sais après, ça m'a pris du temps. Ma perspective de temps, il a fallu qu'il se passe bien des années avant que je catch vraiment pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Puis que j'arrive à un moment donné où je l'accepte, puis je trouve ça que c'est parfait ainsi, maintenant. Fait que je pense pas qu'on peut fail dans la vie. Pour vrai, là, je ne crois pas ça. C'est pas ça que j'observe chez les gens, qu'on peut vraiment fail dans la vie. Le seul moyen de fail dans la vie, c'est quit. Vraiment de dire, je voulais vraiment faire ça, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Ou j'ai arrêté de le faire, simplement. Tout le reste, c'est de l'apprentissage. Simon Sinek a écrit un livre, The Infinite Game, qui parle exactement, puis ça fait beaucoup référence à l'entrepreneuriat, mais c'est également, ça peut se généraliser dans tous les aspects de notre vie. Où est-ce que le Infinite Game, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de scoreboard. Tu sais, une game de hockey, c'est 60 minutes, c'est 3 périodes de 20 minutes. Le gagnant est déterminé par la personne qui a scoré le plus de buts. Ouais. Ben, ça, c'est une game finie avec des règlements, avec un moment de départ, un moment de fin, avec un objectif fini, final. Avec une ligne d'arrivée que tu te dois de dépasser en premier pour gagner. Le Infinite Game, c'est la game de la perte de poids, c'est la game de l'entrepreneuriat, c'est la game, de mon point de vue, de la parentalité, où est-ce que la game ne se gagne pas avec la première personne qui traverse la ligne d'arrivée, mais la dernière personne qui arrête d'avancer. Quand on change cette perspective-là, ça nous apporte à comprendre que la perte de poids, la mise en forme, c'est pas combien de poids que tu as perdu cette semaine, ben c'est est-ce que tu es mieux cette semaine que la dernière? C'est de changer les indicateurs de performance qu'on analyse, qu'on regarde, pour se mettre dans une situation où est-ce qu'on peut gagner plus de fois que de perdre. Je veux revenir en fait sur un point que tu as dit, c'est le déclic s'est fait à la naissance de ta fille, où est-ce que tu as réalisé que tu te devais de te responsabiliser. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là de ton point de vue? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ben, parce que je supportais des croyances que j'avais, tu sais, que le succès, c'était quelque chose de complexe, que je devais apprendre, certaines affaires que je n'avais pas appris. Et j'étais pogné dans une espèce de loop dans ma tête, une loop où j'étais dans une chambre d'écho où est-ce que j'avais toujours raison, peu importe ce que je regardais. Fait que n'importe quelle histoire que je me racontais, j'avais raison. Ce qui faisait en sorte que si je procrastinais, je pouvais te donner la raison de pourquoi je procrastinais, puis j'avais raison. Fait que, tu sais, non, je ne me considérais pas comme une victime, mais j'étais victime de moi-même à ce moment-là. Victime dans mes propres lubies. C'est dans ma tête, en train de tourner en rond dans ma tête. Puis même si certaines personnes, tu sais, des personnes comme des coachs disaient comme, t'as-tu remarqué qu'il fallait juste que tu le fasses, tu sais, comme juste fais-le. Ça ne passait pas au travers de mes filtres à moi. J'en connais plein de monde de même. Que ça passe pas à travers les filtres du mental. Même si tu dis à la personne, passe à l'action, il y a quelque chose d'autre qui roule en ce moment-là, qui n'écoute pas ce que tu dis. Fait que j'en ai fait mon expérience a fait en sorte que j'ai observé qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi, justement, qui ne passaient pas à l'action parce qu'ils tournaient en rond dans leur tête.
Puis ça prend une espèce de choc, un trauma, comme la naissance de ma fille est un trauma positif. C'est un choc, mais de l'autre bord. Au lieu d'être un choc qui m'arrête, c'est un choc qui me propulse. Mais ça reste quand même un choc. Puis je crois que ce choc-là a été l'émotion d'amour inconditionnel que j'ai vécu. La fraction de seconde de l'amour inconditionnel que j'ai ressenti à la sortie de ma fille, parce que j'étais à 10 pouces dans le fond de la sortie, là. Front seat. L'effet que ça m'a donné, cette espèce de jolt, ça m'a littéralement propulsé de l'autre bord. C'est comme, il y avait quelque chose, il y avait comme une ligne de non-retour. Genre, tu peux plus revenir en arrière, sorry. It is what it is. Maintenant, tu es rendu un papa, tu es rendu responsable, voici qu'est-ce que c'est. Puis là, il y a comme un nouveau code qui s'est mis en route, puis let's go. Ça a été ça pour moi. Je pense pas que c'est un prérequis pour tout le monde, là, puis je pense pas que ça fait ça à tout le monde. Mais pour moi, ça a été comme ça. Je veux, parce que là, tu me dis qu'à la naissance de ta fille, tu as commencé à te responsabiliser. Là, c'est majoritairement face à l'aspect de ta santé, right? Face à l'entraînement, puis l'alimentation, tout ça. Tout. C'est tout. C'est l'argent, la présence, la communication, l'habillement, c'est tout au complet. C'est comme je n'étais pas en train d'être qui je voulais être, ni faire ce que je voulais faire, ni obtenir les résultats que je voulais à ce moment-là. Je testais des affaires. J'étais encore en train de tester, tourner en rond, ainsi de suite. Puis à partir du moment où est-ce qu'elle est née, je me suis mis à... C'est une espèce de... Puis il y a eu un éveil à ce moment-là qui s'est passé. J'ai commencé à prendre au sérieux, en fait, tout ce que je faisais. C'est comme mettre de l'importance dans ce que je faisais et non pas dire que si je me plante, c'est correct. Plus d'engagement aussi. Fait que j'ai remarqué, la naissance de ma fille m'a donné cette je te dirais, lucidité sur mes manquements à ce moment-là. C'est de me dire les vraies affaires, de dire « Dude, t'es pas la personne que tu crois que tu pourrais être. T'es pas en train de faire tout ce que tu pourrais faire. Puis clairement, les résultats viennent avec ce que tu fais. So, décide. C'est quoi les décisions que tu vas prendre maintenant? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Puis à partir de ce moment-là, toutes les décisions que je faisais ont mené à des upgrades année après année. À des effets cumulés de tout. Des effets cumulés au niveau de l'argent, au niveau du résultat, au niveau de mes amis. Comme tout s'améliore d'année en année. Fait que depuis ce temps-là, depuis 2013, ma vie est c'est des cycles comme ça vers le haut. Il n'y a pas de descente, il n'y a plus de stand-by, c'est directement vers le haut. Fait que c'est de la croissance continue, constamment. Parce que j'ai appris à me débloquer. C'est une chose à la fois. Puis la dernière affaire que j'avais débloquée, c'est du côté physique. Puis ce que ça a pris, c'est un élément déclencheur. Puis si tu n'avais pas eu cet élément déclencheur-là à ce moment-là, où tu ne l'avais pas réalisé, puis là, je pense à des pères de famille qui ont peut-être passé par-dessus ça, qui ne l'ont pas réalisé, qui ne se sont pas responsabilisés, puis qu'aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est un peu ton area of focus au niveau professionnel que d'aider des personnes avec des blocages. Si on a un élément déclencheur qui est naturel, tant mieux. Mais de ce que je crois comprendre, pour la majorité, ont besoin de quelque chose d'externe ou qui ont besoin eux-mêmes de l'ajouter dans leur vie. Ben, si, exemple, que tu étais le Adrian qui n'aurait pas eu cet élément déclencheur-là, qui 10 ans plus tard est encore dans le même cercle vicieux, qu'est-ce que tu lui dirais ou comment est-ce que tu ferais si tu avais à te coacher toi-même aujourd'hui pour être capable de t'en sortir? C'est une bonne question. Un marketeur me pose la question constamment. Là. Je suis en train de déterminer, moi, qu'est-ce que je veux leur dire là, de façon unique. Puis juste pour mettre le monde en contexte sur ce que tu viens juste de dire précisément, c'est parce que dans, j'imagine, tes optiques d'aller recruter des nouveaux clients, tu te dois de venir te remettre en arrière à où est-ce que tu étais avant d'avoir ce déclic-là pour aider des autres prospects futurs, des futurs clients, à avoir ce déclic-là, c'est ça? Oui, puis c'est un process que je trouve très difficile, honnêtement. Puis je travaille avec bien du monde autour de moi, puis à toutes les fois, je suis comme « man, c'est tough de revenir là-dedans ». Puis pour être franc, je l'ai fait les 6 derniers mois, puis ça m'a quasiment mis en dépression de revenir en arrière. Ça m'a quasiment mis... Mon corps a réagi à ça très négativement en faisant comme « ça me tente pas d'aller là, doesn't feel great, là. C'est pas le fun, c'est contractant, t'as pas beaucoup d'énergie à cet endroit-là. » Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que il y a certains niveaux énergétiques. Je ne sais pas si tu connais David Hawkins.
qui est un psychiatre qui, en fait, il s'appelle Power. Il a fait plusieurs livres, là, mais qui parle à peu près tout le temps de la même affaire. C'est Power versus Force. C'est le masculin et le féminin, c'est le push and le pull. C'est toutes ces énergies-là, en fait, qui sont divergentes. Puis, où est-ce qu'un humain est à ce moment-là? Puis, un humain, il est en force, il est en train de forcer tant et aussi longtemps qu'il n'a pas pris responsabilité sur sa vie. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas devenu vulnérable, comme on avait dit tantôt. À partir du moment où est-ce qu'il devient courageux, vulnérable, puis il commence à passer à l'action, puis il commence à décider de son futur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il dit « je dois faire ça », c'est quelque chose qui dit « je vais faire ça ». C'est une décision, là. Je le fais, là. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de force. C'est plus forçant. Tu vas faire des efforts, mais ce ne sera plus de la souffrance. Donc, il n'y a plus de souffrance à ce moment-là dans la vie. Si on maintient beaucoup, beaucoup de souffrance, automatiquement, on va forcer. Puis, ce niveau-là n'a pas beaucoup de... Ce que j'ai remarqué avec les gens quand je leur parlais, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'attention à ce moment-là. Ils n'ont pas beaucoup de focus. Aussi, ils n'écoutent pas tant que ça. Donc, s'ils n'écoutent pas tant que ça, ils ne comprennent pas tant que ça non plus quand on leur parle. Quand tu leur dis de passer à l'action, ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour passer à l'action. Fait qu'ils sont comme, il faut que tu les tires. Il faut que tu les pull out of that. Puis ça prend beaucoup d'énergie pour les sortir de là. C'est pour ça que tous les thérapeutes sont pleins en ce moment. Ils sont tous pleins. C'est pas compliqué, là. Tout le monde a besoin d'aide. Fait que tous les thérapeutes sont pleins. Mais il arrive ceux qui sont proches de cette ligne-là. Moi, c'est ceux-là que j'aime parce qu'on est capable de les faire flipper très rapidement. C'est de dire, OK, si je veux gagner, mais tabarnak, mais je suis pogné là en quelque part. Il y a quelque chose qui bloque. Comme si j'avais un break à bras, puis je ne sais pas il est où. Fait que c'est ces gens-là qu'on est capable de flipper très rapidement. Puis c'est eux que je vais aider, moi. C'est ceux qui veulent passer à un autre niveau ou ceux qui sont déjà à un niveau très, très élevé puis qui veulent tweaker des affaires un peu comme une Formule 1. Là. Comment est-ce que je gagne 0.1 milliseconde par tour? C'est un sujet qui est super intéressant de... Tu disais, dans le fond, tous les thérapeutes, peu importe, sont loadés présentement. Est-ce que tu es du même avis que moi que la société d'aujourd'hui, oui, va être plus axée en fait à parler de nos problèmes et ainsi de suite, mais que comme on revient en arrière, 30, 40, 50 ans, ou des histoires qu'on a pu entendre, puis qu'on n'avait pas le même nombre de problèmes, l'amplitude des problèmes n'était peut-être pas aussi présent? Non, je pense que les problèmes s'exprimaient, ils étaient acceptés. Les dérivés de ces problèmes-là, ils étaient acceptés. Comme par exemple, être violent au travail, ça ne devrait pas être accepté. Mais pourquoi est-ce que tu es violent au travail? Parce que tu es fucking stressé, man. Tu es stressé. Tu as peur pour ta vie, mais tu ne l'as pas dit à personne. Puis tu n'as aucune oreille qui va t'écouter. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'exprimer. C'est l'expression de. Avant, on était dans un monde plus violent avant. Là, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans un monde plus informé. Fait que là, on a beaucoup plus de nouvelles, mais il y a moins de violence dans le monde en ce moment. Fait que là, on a l'impression qu'il y a plus de violence. Des problèmes qu'on avait. OK. Ouais. Et ça, c'est quelque chose ça a été validé partout. Là. Je veux dire, on a des charts de l'ONU, de l'UNESCO, de UNICEF, que dans le fond, le monde s'améliore partout. Toutes les KPI sont toutes vers la hausse. Il y a moins de morts, il y a moins de criminalité, il y a moins de violence. Mais quand je regarde, moindrement que je regarde la télé, chose que je ne regarde pas, mais c'est comme à chaque fois qu'il y a un meurtre, let's go, on va en parler pendant 10 jours. Mais là, tout d'un coup, il n'y a plus un meurtre, il y a le même meurtre dit 10 000 fois. Fait que tu as l'impression qu'il y a 10 000 meurtres. Mais c'est pas le cas. Parce que tout le monde se bat, puis on parle des médias sociaux pour l'attention des autres, right? Parce que l'attention, c'est rendu la monnaie d'échange courante. Et puis, le USD, le CAD, ainsi de suite. Exact. Ouais, moi, à ce que je vois autour de moi, man, le monde va de mieux en mieux. Là. Mais il y a si tu regardes les nouvelles, puis c'est ça ta source de consommation d'informations, c'est sûr que tu crois exactement l'inverse. Garanti. Oui. Puis les personnes qui vont chercher la majorité de leur information sur les médias sociaux sont souvent les personnes qui sont plus déconnectées de leur cercle d'amis, right? De l'aspect plus social, qui sont encore dans le temps de la COVID, les personnes ne sortaient pas. Fait où est-ce qu'elles allaient chercher leur information? Ben, c'est les médias sociaux. Puis là, il y a des personnes qui ne sont pas retournées à l'extérieur pour rentrer dans des cercles d'amis, d'influence, des sports, ainsi de suite, qui sont encore pognés un peu dans ce négatif-là. Revenir sur là, parce qu'au courant des derniers mois, ça fait 6 mois que tu te questionnes pour trouver l'élément déclencheur qui t'a apporté à le pourquoi, puis comment est-ce que tu pourrais aider d'autres gens. Puis tu disais que
tu as eu une période plus difficile. Puis tu disais aussi que tu avais eu un peu de difficulté à comprendre pourquoi tu as eu cette période difficile-là. En fait, maintenant, non. Maintenant, je ne me pose pas la question pourquoi j'ai eu ces difficultés-là. Je le sais pourquoi j'ai eu ces difficultés-là. Il y a eu des process internes que j'ai partis que j'avais qui sont beaucoup trop longs à expliquer dans un podcast, là, mais tout est beau. Maintenant, tout est beau. Tout est correct. OK. Puis le seul parallèle, en fait, que je voulais faire, c'est que des fois, ça va nous arriver, ça nous arrive à tous les jours de coacher des individus à devoir changer qui ils sont pour changer qu'est-ce qu'ils font. Puis, il y en a également des pères qu'on va prendre que pour eux, c'est vraiment difficile, ce changement-là. Ouais. Puis, une des citations que j'avais entendues, c'est que l'être humain, sa plus grande puissance, c'est d'agir en cohérence avec ce qu'il croit vrai. Donc, quand je vois des pères de famille qui, depuis qu'ils sont devenus pères, dédient leur temps, leur énergie, ont tous les sacrifices nécessaires pour leur famille. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils font ça. Puis qu'aujourd'hui, ils se disent que ces 10 années-là, les habitudes que ça leur a apporté à développer, ça leur a apporté à devenir un individu qui n'était pas fier d'être. Bien, pour changer qu'est-ce qu'ils font, pour commencer à changer leurs habitudes de vie, avant de faire ce changement-là, de commencer à s'entraîner, de prendre moins de temps, entre guillemets, pour leurs enfants, pour leurs conjointes, et ainsi de suite, c'est qu'ils doivent abandonner l'histoire que ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, c'est qu'est-ce qui était la bonne chose. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, l'être humain, sa plus grande puissance, c'est d'agir en cohérence avec ce qu'il croit vrai. Ça fait 10 ans que tu fais quelque chose, puis qu'après 10 ans, tu réalises « Ah, je dois aller ailleurs. » C'est parce que ça fait 10 ans que tu ne fais pas la bonne affaire. Tu marches dans la mauvaise direction. Souvent, c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter qu'on avait tort. Exact. Ouais, faut que pour ça que les personnes vont continuer dans cette trajectoire-là pendant, même s'ils savent que ce n'est pas la bonne, juste parce qu'ils n'osent pas avouer qu'ils ont tort, entre guillemets, ou qu'ils n'ont pas fait la bonne affaire. L'affaire la plus difficile à faire, c'est étonnamment l'affaire la plus simple, qui est de se pardonner, puis d'accepter, puis passer à autre chose. C'est comme let it fucking go. C'est l'affaire la plus difficile à faire. Et ça prend beaucoup de courage pour le faire. Fait que ça revient à tout ce qu'on a dit tantôt de façon mécanique. À partir du moment où tu es prêt à faire l'affaire la plus courageuse que tu pourrais faire en ce moment, qui est de te pardonner les 10 dernières années à partir d'aujourd'hui, puis dès aujourd'hui, passer à l'autre version de toi-même aujourd'hui, éventuellement, il va falloir que tu le fasses. Fait que tu viens de le faire aujourd'hui. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'aurais pas dû ». Right? Mais non. Tout le monde va finir par j'aurais donc dû le dire plus tôt. Right? Exact. Fait que, tu sais, un gars comme Tony Robbins va dire, OK, à cet endroit-là que tu fais de la PNL, puis tu mets beaucoup de douleur sur le fait que si la personne ne passe pas à l'action, ça va lui faire mal maintenant. Puis, OK. Je trouve ça cool parce que ça fonctionne, mais je trouve que c'est forçant. Mais ça, c'est mon avis à moi, là. Moi, je suis un gars plus de flow et de compréhension. J'ai vu des gens littéralement faire aucun effort pour prendre des décisions, puis pas de travail là-dessus. J'ai eu beaucoup de monde qui sont habitués à faire bien des efforts, qui me disaient « OK, Adrien, je vais travailler là-dessus, à prendre la décision. » Là, j'étais comme « De quoi tu parles, travailler là-dessus? Il faut que tu prennes une décision. It's a mind thing. Il n'y a aucun corps. Tu n'as pas besoin de bouger tes bras pour le faire. » Là. Là, les gens ont tellement de difficultés à faire des actions mentales. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de passer à l'action. L'action n'est pas juste physique, elle est mentale, elle est émotionnelle également. C'est pour ça que j'ai mis un triangle ici. Là. C'est 3 affaires en même temps. Tu as le cognitif, tu as l'émotif, tu as le conatif. Tu as 3 affaires qui doivent décider en cohérence pour s'en aller dans une certaine direction. Fait que si tu dis, OK, je vais bouger mon corps, mais si ma tête est encore en arrière, puis mon cœur est au milieu, tu n'es pas en cohérence. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va te rattraper et qui va te ramener vers l'arrière. Alors que si tu prends les 3 en même temps, si tu dis, OK, c'est-tu vraiment par là que je veux faire, puis ça a-tu un bénéfice pour moi de le faire? Y a-tu plus de douleur à rester ici ou à m'en aller par là? C'est-tu logique d'aller par là? Oui, c'est logique. OK. C'est bon, mon mental, il va y aller. C'est quoi le feeling d'être là? Est-ce que j'ai plus de meilleur feeling à être là ou j'ai plus de peine à rester ici? Plus de peine à rester ici. OK, c'est beau. Puis après ça, c'est le corps, il suit, man. C'est ça que j'ai remarqué. Mais tu as tout à fait raison. Il y a certaines personnes, je vais dire moitié du monde, qu'il faut que tu commences. Les Anglais, il y avait une belle phrase là-dessus. Ils disent walk while you pray. Fait que commence à marcher. Puis après ça, tu prieras pour que ça change. Fait que mets-toi dans l'action tout de suite pour le faire. Fait que si j'avais une chose à changer de mon passé, même si j'adore qu'est-ce que j'ai vécu, c'est me mettre en mouvement beaucoup plus vite pendant que je faisais mon développement mental. C'est vraiment de bouger avant. Juste ça. C'est comme me mettre à bouger avant ou peut-être faire mon développement personnel en m'entraînant.
ou me faire une condition. OK, tu ne peux pas t'entraîner si tu ne peux pas faire du développement personnel puis lire des podcasts si tu n'es pas en train de t'entraîner. Ouais. Fait que, il y a plein d'astuces qu'on peut faire comme ça, mais clairement, dans le discours entre toi et moi, on a des chemins différents qui mènent peut-être au même endroit. Il y a plein de façons d'y arriver. Là. 100% d'accord. Adrienne, j'ai adoré notre moment ensemble. J'aimerais ça, avant qu'on se quitte, que je te pose des questions, que je pose les invités que j'ai. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré? Peut-être que tu disais que tu allais le rencontrer ou peut-être pas, en devenant un père. Le premier, c'était d'être un pourvoyeur, de vraiment avoir confiance que j'étais capable d'amener l'argent à la maison, puis d'être présent aussi en même temps. L'entrepreneuriat, on nous a appris à grinder hustle, qui dit OK, travaille comme un style demeuré. Fait que si tu mets ton travail tu mets le travail à un endroit, automatiquement, tu ne le mets pas à l'autre. Fait qu'il y a toujours ce guilt, cette culpabilité-là qui se crée à l'intérieur de nous autres parce qu'on veut bien faire, mais de l'autre côté, si je suis en train de pénaliser ma famille, fait que c'est de trouver cette balance-là. Ça a été mon premier challenge. Que j'ai réussi en trouvant c'est quoi mon point de. En laissant aller toutes les histoires que je m'étais racontées, que j'avais besoin d'être multimillionnaire ou d'avoir X nombre d'argent ou réussir d'une certaine manière, j'ai tout laissé ça aller en trouvant finalement, OK, mais qu'est-ce qui me rend heureux? On va le mettre en ordre de priorité. C'est quoi l'affaire que je veux le plus? La santé n'a pas toujours été la première priorité, mais avec le temps, je constate que si tu n'es pas en santé, tout le reste va chier, man. Tu as beau te dire toutes les histoires que tu veux, je vais toujours te ramener à cette vérité-là, que si ta santé n'est pas là, on s'en calisse combien de millions que tu as, on s'en crise du présent, tu n'es pas là. Point, ça finit là. Fait que la santé, la présence, la disponibilité mentale aussi. Le fait de dire, OK, je suis là, mais je suis vraiment là. Je suis en train de t'écouter, puis je ne suis pas en train de penser à plein d'autres affaires. Fait que ne pas être en mode survie, d'être en mode présence. Puis d'être abondant et prospère, puis d'être satisfait. Quand je dis satisfait, pour moi, c'est la satisfaction, pas nécessairement au niveau de la business. Tu peux toujours être insatisfait parce que tu es dans une game éternelle, d'accomplir quelque chose de façon éternelle. Mais plus de type, est-ce que tu es satisfait? Es-tu abondant actuellement? Puis la définition que tu t'es donnée d'être un succès, est-ce qu'elle a été cochée inconditionnellement? Donc, est-ce que tu as rempli les conditions de ça? Par exemple, je suis devenu heureux à partir du moment où je savais que c'est une décision. Oh shit, je ne savais pas que c'est une décision. Pouf, je suis devenu heureux, j'ai eu l'état d'être. Il y a plein de monde qui pense que c'est juste en cochant des cases que tu vas l'avoir. Succès, ça a été la même affaire pour moi. Il y a certaines affaires qui sont conditionnelles. La santé est conditionnelle. C'est pas quelque chose d'inconditionnel. C'est quelque chose que tu dois faire. L'argent, c'est quelque chose que tu dois faire. Des fois, tu peux hériter, mais la plupart de nous autres, il faut qu'on travaille en échange de cet argent-là. Fait qu'il faut qu'on génère de la valeur. Fait que devenir quelqu'un qui a de plus en plus de valeur est une condition également. Fait que j'ai travaillé sur tous ces leviers-là jusqu'à un point où j'ai catché, j'ai eu le discernement de dire combien j'avais vraiment besoin pour être heureux, puis à un moment donné, comme passer de l'abondance à la prospérité. C'est quoi ce chiffre-là? Puis je suis vraiment pas loin là, de ça. Là. Fait que il n'y a pas. Tu peux me domper 1 milliard dans mon compte en banque, à part mes activités et mes luxes, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ça, c'est le fun de vivre de cette manière-là. C'est souvent parce que les personnes n'ont pas une clarté sur le chiffre, qui pensent qu'après ça, ils font juste chasser more. Right? Ouais. C'est le même principe au niveau de la perte de poids et de la santé, c'est que tu ne serais pas en meilleure santé si tu avais 5 livres, 100 livres de moins, si tu n'avais pas en fait les habitudes, les standards, la discipline qui va t'apporter en fait à perdre ce poids-là. Parce qu'il y a des individus qui sont en moins bonne santé que toi qui ont le poids santé. Ouais. Parce que la santé métabolique, la santé des actions que tu prends n'est pas la même que la santé du poids que tu vois sa balance, parce que le chiffre ne veut pas dire grand-chose. C'est la même affaire avec le cash. 100%. Ben, ce que tu viens de dire, tu vois, ça s'explique, il faut le comprendre. Ouais. Ben, parce que c'est tellement plus simple de dire, écoute, il faut que tu sois à 25 d'IMC de kilos sur 10 par ta grandeur carrée pour être en santé, ça n'a aucun rapport.
On a parlé, en fait, beaucoup euh, de en fait, le manque de présence de ton père dans ta jeunesse. Je serais curieux de savoir s'il y a. J'imagine que tu te mettais de la pression, puis c'est sûr que la réponse facile à la prochaine question, c'est juste d'être présent. Mais comment est-ce que la relation que tu as eue ou que tu n'as pas eue avec ton père, ça t'a influencé à devenir le père que tu es devenu? Je vais t'avouer que j'ai pas souvent pensé à mon père. Je me suis pas comparé à mon père parce que mon père est un mauvais exemple. Fait que c'est pas lui que je regardais comme exemple. Mes exemples étaient plutôt idylliques. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce que je voyais dans les films, c'est qu'est-ce que je voyais dans la culture, qu'est-ce que je voyais dans les lectures, de qu'est-ce qui aurait pu être cool. Tu sais, Rich Dad, Poor Dad. Ah, moi, j'aimerais ça avoir un Rich Dad, mais peut-être que ce gars-là n'était pas présent, là, je sais pas. C'est Ouais. comme, on n'a pas vraiment d'exemples, tu sais, puis j'en ai pas eu. Puis les exemples masculins d'influence que j'ai eu dans ma vie, ils n'étaient pas full positifs non plus, là. Il y avait des bonnes affaires, mais il y a des très mauvaises affaires également. Fait que, éventuellement, il a fallu que je décide c'est quoi. Il a fallu que c'est moi qui le design, ce persona-là. Il a fallu que je m'arrête, tu sais, puis que j'écrive, là, comme carrément, c'est quoi que je veux. C'est comme. Fait qu'au bout de la ligne, euh, tu peux être dirigé par une image que tu t'es donnée, qu'est-ce que tu sais qu'un bon père, mais ultimement, tu as la responsabilité de t'affranchir de toutes ces images-là, peu importe qu'ils viennent de ton père ou de quelqu'un d'autre, puis de décider par toi-même c'est quoi que toi tu veux. C'est comme, c'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que ça te tente d'avoir? Pas qu'est-ce que la société te dit qu'il faudrait que tu fasses. C'est qu'est-ce que tu peux faire selon ta condition actuelle, puis faire de ton mieux là-dedans. Il se peut que tu sois un père de famille qui vient de l'Afrique, ça fait 5 ans que tu es au Québec, tu as 4 enfants, puis la seule job qu'on te donne, c'est d'emballer des sacs ou de faire du Uber. Ça se peut que ce soit ça ta réalité. Est-ce que ça fait de toi un mauvais père ou ça fait quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources? Tu sais? Fait que, yeah, man, il va falloir que tu travailles en calice. Tu sais, est-ce que tu vas être présent au maximum de tes capacités? Fait qu'il va falloir que peu importe t'es qui, il va falloir que tu définisses les affaires. Puis un autre point que j'ai réfléchi, puis je te le partage, je l'avais en méditant, c'est la plupart de nous qui jasons, on fait des podcasts, puis on parle avec le monde, puis on se prête de l'information. On est des gens qui sont dans une société riche, qui n'a pas tant de struggle que ça. On vit bien, là, peu importe. On ne sort pas de Calcutta, puis on ne sort pas de la rue. Là. Fait que des fois, on n'a pas vécu tant de pain que ça pour parler de qu'est-ce qu'on parle. On n'a pas tant de perspectives que ça. On a souffert comme tout le monde, mais il faut juste ne pas oublier aussi on vit dans une société riche, privilégiée, là, Ouais. également. Ben, c'est une souffrance relative, tu sais. Parce que moi, je me compare avec les autres personnes que je vois, mais les personnes que je ne vois pas, à d'autres aspects, dans le tiers-monde, ont clairement des réalités qui sont plus difficiles. Ouais. Ça m'apporte en fait avec la question évidente. Pour toi, qu'est-ce que la définition d'un super dad? Un super dad à la base, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui veut le bien, euh, qui fait le bien du meilleur de ses capacités, puis qui est prêt à changer, transformer quand il voit qu'il ne réussit pas ce qu'il est en train de faire. Aussi, qui pardonne, c'est qui se pardonne à lui-même puis qui pardonne aux autres pour pouvoir passer au next level. C'est qui fait le travail, là, finalement, de devenir qui il veut devenir. Puis c'est aussi quelqu'un qui catch que peu importe ce qu'il va faire, il n'y a pas de contrôle sur l'interprétation de ses enfants. Que ce qu'ils vont faire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Même si tu les as bien éduqués, même si tu leur as dit de faire attention. Tu sais, comme, la perspective de l'expérience du temps nous permet de savoir que il y a des enfants qui ont été éduqués dans des endroits idylliques, puis qui ont fini drug dealer, pas drug dealer, avec une seringue d'héroïne dans une ruelle. Là. Comme pourquoi? C'est pas. C'est comme. Fait que c'est de faire de son mieux. C'est ça un super dad. C'est c'est ça. Ça revient à être le plus bienveillant possible. Puis dernière question, qui est une question existentielle qui j'aime poser à des personnes que j'accompagne, que je coach, quand ils ont l'impression de voir la montagne comme celle est plus grande qu'elle était réellement, puis qu'ils perdent le focus à la ligne directrice. Comment veux-tu que tes 3 filles se rappellent de toi après ta mort?
Je pourrais déjà te dire ce qu'il dirait. Il dirait, papa, il essayait toujours de nous expliquer la vie, puis on comprenait rien à ce qu'il disait. Mais si, il essayait. Il voulait, là, il voulait pour nous autres, clairement. Puis il faisait du mieux qu'il pouvait. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je répète constamment. Puis je les dédouane, en fait, de toute décision qu'ils pourraient prendre. Tu sais, nous autres, on est constamment là, on va vous aimer peu importe. C'est comme, on va faire du maximum qu'on peut. On va vous aimer, on va être là, on va être présent, ça va être inconditionnel. Il n'y a pas de condition à notre amour. Là où est-ce qu'on met des conditions, c'est dans votre éducation. On va vous donner c'est quoi les valeurs familiales, c'est quoi le cadre de limitation de qu'est-ce que c'est que de vivre dans la famille Bolossine-Mongeon. Chez nous, c'est de même, ça se passe. Mais l'amour ne rentre pas là-dedans. L'amour, c'est tout autour de ça. Le frame, il est dans l'amour et non pas l'inverse. Fait qu'il y a une affaire que beaucoup de gens font comme gaffe, c'est de mettre l'amour dans le frame. De dire, je vais t'aimer si tu respectes ça, si tu fais ce que papa te dit, ce que tu fais ce que maman te dit, là, il y a de l'amour. Là, man, c'est une petite cage à trauma, cette affaire-là. Ce que je leur dis tout le temps, c'est vous allez être aimé inconditionnellement, constamment. Fait qu'ils vont se rappeler que l'amour était définitivement là. Je n'étais pas tout le temps présent. Je n'étais pas tout le temps comme ils voulaient. Je ne disais pas des affaires qu'ils comprenaient tout le temps, mais fuck, did my dad love me? Ça, ils vont le dire. Super. Merci, Adrienne, d'avoir partagé ce moment-là, d'avoir partagé une facette de ta vie, de ta personne, de ton histoire, en espérant en fait que ça va être inspirant à plus d'un. Moi, ça va l'être pour moi, clairement, puis ça m'aide encore, comme je te disais tantôt, dans ma quête de devenir un super dad. Contrairement à toi, je me mets beaucoup de pression, puis je veux absolument y arriver, mais tu n'es pas la première personne qui me dit on doit arrêter de se mettre de la pression. Peut-être que je vais finir par l'entendre puis l'écouter. Honnêtement, si j'étais toi, j'ôterais ça tout de suite. Premièrement, parce que tu n'es pas dans le futur, tu es dans ton présent. C'est pas encore arrivé. Puis, tu peux pas savoir d'avance les gaffes que tu vas faire. Ni c'est quoi l'état d'être, ni comment tu vas être si tu ne dors pas pendant 5 ans comme moi. Parce que pendant 5 ans, je n'ai pas fait de mes nuits, man. Fait que, je ne sais pas si tu le sais, 5 ans, pas faire ses nuits, aucune nuit pendant 5 ans. C'est la torture. Ouais. Puis tu me diras comment tu vas être quand tu vas être torturé. C'est là que tu vas voir t'es qui. Pas avant. On s'en reparle. Adrienne, c'est des personnes qui sont curieux, en fait, d'en apprendre davantage sur toi, tes services, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre, puis qu'est-ce que tu pourrais potentiellement leur offrir. Tu peux me rejoindre. Le plus facile, c'est Adrienne Bolossine. Ça donne que je suis le seul Adrienne Bolossine connu sur le web, malgré qu'il y en a d'autres dans le monde. Là. Mais juste Adrienne Bolossine sur le web, tu as accès à mon Google. Tous mes sites web vont popper à cet endroit-là. Puis si jamais les gens veulent rentrer en contact, le plus facile, c'est les médias sociaux. Donc Facebook, Instagram, puis juste m'envoyer un DM ou regarder c'est quoi que je poste. Tout mène dans la même direction sur mes médias sociaux. C'est assez simple de savoir comment passer à la prochaine étape avec moi. Merci encore. Merci beaucoup, Karine. Avec moi aujourd'hui. Yes. C'est un plaisir. Yes, sir, Caleb. Merci. That's it. Puis boys, toutes les personnes, en fait, je dis boys, c'est ce que je dis normalement, les gars que je coach, parce qu'on coach uniquement des pères de famille, mais en espérant en fait que ça a pu vous aider à trouver de l'inspiration. Ça fait un autre épisode du podcast Devenir un super dad, puis on se reparle très bientôt.